Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 12 juin, Axelle Lemaire en visite à la French Tech Loire-Vallée. La secrétaire d'État en charge du numérique s'est rendue dans les villes de Tours et d'Orléans. Aujourd'hui, deux villes qui sont en lice pour obtenir le précieux sésame du numérique, le label French Tech Loire-Vallée. En politique, coup de théâtre, c'est Francis Gérard, le frondeur qui a été élu hier premier secrétaire du Parti socialiste d'Indre-et-Loire. Il succède ainsi à Mickaël Cortot qui avait, souvenez-vous, surpris en appelant ces derniers jours à voter pour lui. Également dans notre édition ce soir, dans 5 jours, 12 500 candidats en voie générale seront appelés à plancher sur les épreuves du baccalauréat. Pour l'Académie Orléans-Tours, le plus jeune d'entre eux s'appelle Chane Champagne, à 14 ans et demi. Il n'a jamais fréquenté d'établissement scolaire. Bonsoir à tous, c'était le jour J aujourd'hui pour les villes de Tours et d'Orléans. Axelle Lemaire, la secrétaire d'État en charge du numérique, a visité la French Tech Loire-Vallée. Deux villes en lice pour obtenir le précieux label French Tech. Un rendez-vous économique qui s'est politisé aussi en moins de 24 heures. Les élections régionales arrivant à grands pas. Un rendez-vous que les deux candidats de la droite et du centre, Guillaume Pelletier des Républicains et l'UDI Philippe Vigier, n'auraient raté pour rien au monde. Précieux sésame dont le but est de faire émerger sur la scène internationale les métropoles numériques les plus dynamiques de France en les réunissant sous un même étendard. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, vous les voyez, élus, acteurs institutionnels, s'étaient donc donné rendez-vous. À Tours, ils se sont rendus sur le site MAM, futur pôle numérique, qui est destiné à attirer investisseurs, accueillir, pour aussi avoir une visibilité internationale. Anaïs Michaud. Le réseau du label French Tech, c'est aujourd'hui 9 métropoles, mais aussi 14 nouveaux prétendants au titre pour cette deuxième et dernière phase de labellisation. Parmi eux, Tours et Orléans, avec la French Tech Loire-Vallée, ou encore Angers. Et s'il était important de recevoir la secrétaire d'État au numérique, c'était justement pour contrer ce voisin angevin, chez qui se rendaient ce vendredi après-midi François Hollande et Axelle Lemaire. Une présentation réussie avec la visite du site MAM, incubateur et lieu totem du projet Tourangeau, mais aussi avec les prises de parole des différents start-upers plus enthousiastes les uns que les autres. S'il est encore trop tôt pour savoir si la French Tech Loire-Vallée obtiendra son label, elle part déjà avec des points d'avance, notamment grâce au mariage des deux villes. Il y a de toute évidence des secteurs qui sortent du lot. Comment utiliser le numérique pour promouvoir le tourisme et puis comment faire la révolution de l'agriculture 3.0 grâce au numérique. Tout ce qui est medtech aussi, la santé numérique, la e-santé. Dernier atout, la façon de travailler, la méthode collaborative et puis beaucoup dans l'expérimentation. Et la secrétaire d'État le réaffirme, ce n'est pas la taille de la ville qui compte, mais le nombre de start-up et la manière dont elles interagissent dans un écosystème. Les startups, on est tous isolés, on essaie de se débrouiller avec des bouts de ficelle, etc. Et là, depuis que French Tech arrive, tout le monde est rassemblé et on trouve toute l'aide qu'on veut. Notamment, moi, la startup que je suis en train de lancer, on a une démarche vraiment internationale. Et la French Tech, ça nous aide justement à toucher le niveau international. Le numérique nécessite sa cohésion parce qu'en fait, on est sur de l'acquisition d'utilisateurs, ce qu'on appelle l'acquisition de masse. Un certain nombre de services en ligne ont besoin de cette masse. Et cette masse, elle se crée grâce à une communauté. Et cette communauté, si nos compères start-upers n'adhèrent pas au concept, ça va être difficile d'aller engager après derrière une autre communauté plus néophyte. La candidature, déposée le 3 juin dernier, a déjà été examinée par un jury. Ces premières rencontres des acteurs orléanais et tourangeaux offraient donc la possibilité d'un deuxième grand oral. Verdict avant la fin du mois de juin, peut-être le 18 à l'occasion de la remise à Manuel Valls du rapport Ambition numérique. Mais en attendant, la crise de l'emploi perdure. Plusieurs entreprises mettent la clé sous la porte. Aujourd'hui, il s'agit de l'entreprise Eri Automation, implantée depuis 2004 sur le site de la Liaudière à Joué-les-Tours. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines industrielles. Elle vient d'être placée en liquidation judiciaire. Elle cessera définitivement ses activités mercredi prochain, mettant ainsi 74 salariés au chômage. Toujours à Joué-les-Tours, le gymnase Jean Bouin sera entièrement démoli dès lundi suite à l'incendie du 17 mai dernier. Les experts ont conclu que le gymnase devait être entièrement détruit pour des raisons de sécurité. Le bâtiment présente en effet des risques d'effondrement liés à la chute de la charpente.
En politique, à présent, coup de théâtre, c'est Francis Gérard, le frondeur, qui a été élu hier soir premier secrétaire du Parti socialiste d'Indre-et-Loire. Il succède ainsi à Mickaël Cortot, qui avait surpris en appelant ces derniers jours à voter pour lui. Mickaël Cortot n'avait pas apprécié l'attitude de ses camarades revanchards, disait-il dans une lettre adressée à ses militants, qu'il avait poussés vers la porte de sortie. Florent Carrière. Francis est élu. Monsieur le Premier secrétaire fédéral. Mickaël Cortot, hier, félicitant celui qu'il a contribué à faire gagner, le frondeur Francis Gérard. 16 voix d'écart seulement, le scrutin a été très serré. Il y a 2 ans et demi, c'était 24. Sur son visage, un sourire de satisfaction. Il vient de remporter une victoire personnelle sur le député Jean-Patrick Gilles. Le camp qui avait misé sur mon éviction pour imposer un clan est battu ce soir, en effet. Et ils sont désavoués par les militants. Une haie est passée ce soir. Les prochaines, nous verrons quand elles viendront. Une guerre de personnes jugées irresponsables dans le camp de la motion pro-gouvernementale, car la tête de la Fédération socialiste est ainsi offerte aux frondeurs. Laurent Baumel a de quoi être satisfait. Combinaison d'un bon score de la motion B, même si elle était minoritaire, et de ces problématiques plus locales a conduit ce soir Francis Gérard à être élu. Bon, j'ai toujours été situé à gauche dans le Parti socialiste. Je suis un socialiste exigeant. Je tends la main à toutes les sensibilités du parti. Il était reproché à Mickaël Cortot une pratique personnelle du pouvoir. Francis Gérard, lui, sera dans l'obligation de composer, avec des débats qui s'annoncent déjà houleux sur les questions idéologiques. Il est à la tête d'une fédération dans laquelle il est politiquement minoritaire. Donc il va falloir effectivement trouver un accord de fonctionnement qui nous permette d'en sortir par le haut. Vous en voulez à Mickaël Cortot? Non, moi je ne suis pas dans la revanche. Un premier secrétaire fédéral frondeur, un conseil fédéral pro-gouvernement. La situation est inédite en Indre-et-Loire. Il y a désormais comme un air de cohabitation au PS 37 et certains estiment que c'est peut-être le meilleur moyen de rassembler la famille socialiste et de tourner la page d'une guerre des clans quelque peu surjouée. Des péripéties qui montrent en tout cas la difficile gestion de l'ère post-Jean Germain. Et en Loire-et-Cher, en revanche, moins de tension. C'est Pascal Husseglio qui présentait une candidature de rassemblement et qui était d'ailleurs le seul en lice pour le poste, qui a été réélu à la tête de la fédération du Parti socialiste avec 96,8% des suffrages. Et puis nous resterons politiques à la fin de ce journal. C'est Philippe Vigier, tête de liste UDI, qui nous rejoindra sur ce plateau. Nous parlerons évidemment des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Philippe Vigier est ce soir notre invité de la rédaction. Dans 5 jours, 12 500 candidats en voie générale seront appelés à plancher sur les épreuves du baccalauréat pour l'Académie Orléans-Tours. En Loire-et-Cher, on compte 1345 inscrits. Parmi eux se trouve le plus jeune de l'Académie. Il s'appelle Chane Champagne. À 14 ans et demi, il n'a jamais fréquenté d'établissement scolaire. Reportage près de Montoire, Sébastien Guirch, Guillaume Leroux. À 4 ans, Chane savait déjà lire, écrire et compter. Toujours en avance sur les programmes, le jeune homme n'a jamais fréquenté d'école et suit des cours par correspondance. Un choix de ses parents pour éviter l'échec scolaire souvent subi par les enfants précoces en enseignement primaire ou secondaire. À la maison, le prof, c'était son père. Maintenant en terminale, Chane fait ses cours tout seul. Et uniquement quand il a des questions, à ce moment-là, il m'appelle et on en parle s'il a un souci quelconque. Sinon, je le laisse réellement autonome depuis 2-3 ans. S'il a son bac, parce que c'est toujours possible qu'il le foire, eh bien, il aura autant de mérite que un jeune qui a eu plus de problèmes et qui n'aura son bac qu'à 22 ans, ou qu'une personne adulte repasse son bac parce qu'il ne l'avait pas eu quand il était jeune et a envie de le faire à 40 ou même 50 ans, il aura le même mérite que les autres. Le bac, c'est le même pour tout le monde. S'il obtient son bac, Chane se voit bien étudiant en licence de physique, toujours par correspondance. Il lui faudra quand même assister à des cours 1 fois par mois, à Paris. Un grand changement pour le lycéen. Mais pour l'instant, tout n'est pas gagné, il doit continuer à réviser. C'est quand même très difficile et qu'il faut s'y mettre le matin, il faut se lever en se disant il faut que je travaille et il faut que je fasse les matières que j'aime le moins. Voilà. Ce que je veux faire, c'est travailler dans un laboratoire, tout ça, ça m'a toujours passionné. Surtout avec mes livres de physique-chimie, c'est ce que je préfère. Quand je dois choisir ce que je vais travailler le matin, souvent ça tombe là-dessus.
C'est l'heure de la pause pour Shahan. L'adolescent ne connaît pas la cour de récré et pourtant il n'est pas isolé. Batterie, tennis de table ou handball, il multiplie les loisirs pour se faire des amis. Et même s'il reste moins d'une semaine avant les premières épreuves écrites, le jeune homme reste confiant. Pour lui, avoir le bac à 14 ans, rien de bien périlleux. Le don du sang, des chiffres à la baisse en Indre-et-Loire. En 2014, on a recensé 16 367 dons sur l'ensemble du département et ce n'est pas suffisant. Chaque jour en France, 10 000 dons du sang sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades et des blessés. Comment est conservé ce sang? Quel est son parcours jusqu'à sa distribution? Le reportage à l'établissement français du sang à Tours de Jotis Delzard. C'est ici, à la distribution des produits sanguins, que les poches de sang atterrissent avant d'être données aux patients. Ce sang a été préalablement centrifugé au service de préparation de Poitiers. On a donc à la distribution de trousseaux le plasma, les globules rouges et les plaquettes. Celles-ci sont principalement données aux patients atteints de cancer. Les globules rouges et maintenant les plaquettes. Donc ces plaquettes, comme vous le voyez, elles étaient en agitation parce que c'est des petites choses très sensibles et elles sont en plus conservées entre 20 et 24 degrés pendant 5 jours seulement. Donc vraiment, nos donneurs de plaquettes sont vraiment des donneurs où on les sollicite assez régulièrement. Le plasma, quant à lui, est préservé de la chaleur. Il est conservé dans un congélateur à moins 34 degrés. Ces poches seront données aux malades qui auront besoin d'un plasma thérapeutique, comme par exemple les grands brûlés. Dans ces tiroirs, les globules rouges sont triés par groupe sanguin. Pour acheminer le sang au lit du patient, des boîtes isothermes sont prévues. Elles servent à préserver les propriétés vitales du sang. Ces boîtes sont actives seulement pour des courts trajets au sein du centre hospitalier. Pour les trajets extérieurs, d'autres sacs sont utilisés. Toutes ces poches ne peuvent être conservées au-delà de 42 jours. Pourtant, elles sont bien utiles. En effet, en seulement une semaine, 500 poches sont utilisées. L'hôpital de Trousseau fournit tous les centres de santé du département Indre-et-Loire. La Coupe du monde de football féminin se joue actuellement au Canada. L'équipe de France a d'ailleurs remporté son premier match face à l'Angleterre. Le football féminin rencontre un vrai succès et fait rêver lui aussi. Au pôle espoir de foot à Tours, nous avons rencontré des jeunes filles qui espèrent un jour intégrer l'équipe de France senior. Romain Delville. Au pôle espoir football de la Ligue du Centre, les joueuses âgées de 15 à 18 ans voient d'un bon œil que le foot féminin soit mis en valeur, soit médiatisé grâce à la Coupe du monde au Canada. Surtout l'équipe de France qui a bien débuté son mondial, leader du groupe F devant le Mexique, la Colombie et l'Angleterre. Je pense qu'elle montre une bonne image du foot féminin parce qu'elles sont accrocheuses, elles en veulent et puis elles ont bien commencé dans la Coupe du monde avec la victoire 1-0 contre l'Angleterre. Demain, les coéquipières d'Eugénie Le Sommer jouent la Colombie pour assurer leur qualification en 8e de finale. Et les apprentis tourangelles y croient. La France peut aller loin, très loin dans la compétition. Même si les gens critiquent des fois en disant que c'est pas aussi physique que les garçons, ça va pas aussi vite, mais techniquement et mentalement, les filles sont vraiment présentes. Quant à la responsable du pôle espoir, Émilie Dos Santos, elle a elle-même joué en équipe de France et elle se félicite de la montée en puissance des Bleus ES. 4e lors de la dernière Coupe du monde en 2011, 4e lors des derniers Jeux Olympiques en 2012. Des résultats obtenus sous l'ère Bruno Bini avant que Philippe Bergerot prenne les rênes en 2013. Il y a actuellement un nouveau sélectionneur en place et je pense que l'équipe continue sur cette lancée, continue à progresser. C'est vrai que quand on voit cette équipe de France, on se dit qu'elle peut vraiment faire quelque chose à ce mondial et on l'espère pour plein de choses, mais en tout cas moi je l'espère vraiment. Et l'espoir, c'est aussi celui de voir plus de filles jouer au foot. 900 sont inscrits en Indre-et-Loire. Et dans 4 ans, c'est la France qui accueille la Coupe du Monde et peut-être dans les rangs tricolores, une footballeuse du pôle tourangeau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Philippe Vigier, tête de liste UDI pour les élections régionales. À tout de suite.